Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Juan Carlos D'Amico. Je suis professeur d'italien à l'université de Caen, en Normandie. Je m'occupe de civilisation italienne, en particulier de civilisation italienne de la Renaissance. Je suis très honoré et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour prononcer une conférence sur la politique étrangère de François Ier en Italie pendant les guerres d'Italie. Alors, je vais dire rapidement comment je vais procéder. Je vais rappeler rapidement en quoi consistent les guerres d'Italie. Après, je donnerai une image, un portrait de François Ier tel qu'il est souvent présenté dans l'historiographie française. Et puis, j'analyserai les étapes des différentes politiques de François Ier dans l'espace politique italien, je vais l'appeler comme ça. Ce sont des territoires à des frontières assez comment dire, muables, qui sont le fruit des batailles, des guerres, et donc une politique qui est aussi changeante selon les territoires dans lesquels les troupes françaises sont impliquées. Alors, bien. Alors, les guerres d'Italie. Donc, qu'est-ce que l'historiographie française appelait les guerres d'Italie? Ce sont des guerres qui commencent en 1494 avec la descente du roi de France Charles VIII dans la péninsule italienne, parce que il revendiquait la possession du royaume de Naples, étant donné que avant les Aragonais, c'était les Anjou qui gouvernaient le royaume de Naples, et Charles VIII avait reçu en legs ces droits, donc il revendiquait le royaume de Naples comme possession de la royauté française. Et puis ça se termine en 1559, après la bataille de Saint-Quentin, en Picardie, et l'accord de paix appelé de Cateau-Cambrésis qui met fin, disons, à la guerre d'Italie. Bien, il y a plusieurs écoles. Il y a une école qui dit que c'est plutôt en 1530 que ça se termine, les guerres d'Italie, parce qu'après il y en a plus. Moi je suis partagé sur cette idée-là. Alors, les guerres d'Italie, donc 1494-1559. Maintenant, deuxième point, fragmentation de l'espace politique italien. Parce que ça, c'est fondamental. L'Italie de cette époque, c'est une Italie économiquement prospère, commercialement prospère, mais avec une grande fragilité politique et militaire. En effet, il y a une vingtaine d'États, plus ou moins, qui composent l'ensemble de la péninsule italienne, et dont les plus importants sont le duché de Milan au nord, le royaume de Naples au sud, la République de Venise, la République de Florence et l'État de l'Église. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais gardons cela à l'esprit. Alors, dans le nord, ce sont plutôt des républiques d'origine communale, qui se sont transformés petit à petit en États régionaux, par exemple Venise, qui est puis devenu carrément un empire du côté de l'Orient, et puis par exemple la République de Florence, la République de Sienne aussi, que je n'ai pas cité, mais c'est dans le même terme, et la République de Gênes aussi, que ça va nous poser quelques problèmes tout à l'heure, on va le voir. Donc, dans le sud, plutôt, ce sont des États, le royaume de Naples et l'État de l'Église, dans lequel il y a plutôt une organisation institutionnelle à structure féodale, disons comme ça. Bien. Quel est l'intérêt des États comme les grandes monarchies de l'époque, la France et l'Espagne, par exemple? C'est en fait de revendiquer des territoires dans l'Italie
ou parce que il y avait des prétentions dynastiques anciennes, ou parce que en quelque sorte, il pouvait y avoir des alliances matrimoniales. Mais en fait, il s'agit parfois des guerres de conquête qui sont carrément, qui utilisent un prétexte de légitimité, mais qui sont des légitimités tout à fait doutables. Bien. Alors, dans le cadre, on l'a posé. Maintenant, je vais parler rapidement de François Ier. Bon, on le connaît très bien pour la victoire de Marignan en Italie. Qu'est-ce que c'est cette bataille de Marignan? Bon, en fait, c'est une bataille qui dans une ville qu'aujourd'hui s'appelle Melegnano, mais c'est une bataille contre une armée suisse et qui donnera la possession du duché de Milan, qui avait été perdu quelques années auparavant par son prédécesseur et beau-père, Louis XII. On connaît un peu moins l'histoire de Pavie, 10 ans plus tard, dans laquelle François Ier est fait prisonnier lors d'un siège de la ville de Pavie, alors qu'il venait de reconquérir à nouveau le duché de Milan parce qu'il l'avait perdu entre-temps. Et François Ier est fait prisonnier, il est amené à Madrid, il reste prisonnier quelques mois, il est contraint à signer un traité qui s'appelle le traité de Madrid, et quand il sort du traité de Madrid, qui impliquait le fait qu'il doit rendre la Bourgogne, qui était la terre des ancêtres de son rival, eh bien, François Ier, au lieu de suivre ce traité, il signe une ligue de Cognac, ça s'appelle comme ça, la ligue de Cognac, et recommence la guerre. Bon, je me suis avancé un peu, mais sur l'image de François Ier. Alors, il y a plusieurs images. Il y a une image du roi chevalier, il y a une image d'un roi mécène, il y a l'image d'un père de lettres, d'un roi bâtisseur, l'image à l'époque même d'un deuxième Charlemagne, celui qui allait faire gagner la chrétienté finalement, l'arrivée d'un dernier empereur, etc. Donc souvent présenté comme le prince parfait de la Renaissance, à l'origine de l'État moderne, parfois il y a cet aspect-là qui ressort, voire comment dire, l'État moderne et en même temps l'absolutisme. Alors, je vais lire un passage qui m'intéresse beaucoup parce que c'est écrit par Monsieur Fumaroli, malheureusement décédé il y a quelques jours, qui donne bien une idée de comment on peut présenter l'image de François Ier en Italie. Alors, qu'est-ce qui écrit Marc Fumaroli dans un catalogue d'une exposition de François Ier il y a quelques années. Le roi chevalier commença son règne par la victoire de Marignan, mais sa défaite à Pavie fit de lui un prisonnier humilié. De retour en France, il prit sa revanche en se montrant un mécène des arts et de la paix réinventée en Italie. Bien. Tout va bien, dans le sens que c'est un peu, comment dire, un peu mythifié, mais il y a peut-être un petit problème sur la dernière partie de cette phrase, la paix réinventée en Italie. Parce que il y a eu une paix, effectivement, la paix des dames en 1529, mais je vais montrer comment l'attitude de François Ier, même après la paix de 1529, a été une attitude, disons, qui pourrait rassembler à quelque chose que Foucault appelait l'obsession territoriale. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, le duché de Milan n'abandonna jamais l'idée que le duché de Milan pourrait être une province du royaume de France. C'est pour ça qu'on peut se poser la question,
Et je pose la question de me dire, est-ce que François Ier, à un moment de sa vie ou pendant toute sa vie, est-ce qu'il n'a pas rêvé d'être un prince italien? Est-ce qu'il ne se sentait pas un prince italien? Est-ce que ne voulait pas, quelque part, faire partie de cet univers dans lequel il n'y avait pas un État, c'était un univers géographique, bien sûr, dans lequel, justement, François Ier voudrait, d'un côté, avoir le duché de Milan, être seigneur de Gênes aussi, c'est pour ça que je disais qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que Gênes était considéré par les Sforza et par Louis XII, la République de Gênes était considérée comme une sorte de, comment dire, appendice du duché de Milan. Et donc, si le roi de France était duc de Milan, il était aussi seigneur de Gênes. Et ça va poser quelques problèmes, on va le voir. Donc voilà, la question est posée. Maintenant, 1515, François Ier attaque les Suisses à Marignan et arrive à conquérir le duché de Milan. Il est sur la trace de ses prédécesseurs. Charles VIII avait revendiqué le royaume de Naples, mais son successeur avait revendiqué non seulement le royaume de Naples, mais aussi le duché de Milan, parce que Valentina Visconti, à la fin du XIVe siècle, s'était mariée avec le frère du roi de France, Charles V, et dans le contrat de mariage, on disait que si le duc de Milan n'avait pas de descendance, eh bien la descendance de Valentina Visconti devenait légitime au duché de Milan. Voilà d'où venait cette histoire que donc la famille d'Orléans se réclamait de cette revendication. Donc il est sur la trace de ses prédécesseurs. Alors, dès son avènement, comme on l'a dit, François Ier fonde sur les Suisses, fonde sur le Suisse. Il y a pas mal de négociations avant que ça se passe, mais bon, et comme une sorte d'Hannibal, il passe les Alpes, il surprend les troupes suisses et il gagne, aidé aussi par les Vénitiens, il faut le dire. Mais en tout cas, la bataille de Marignan fonde, pour ainsi dire, le prestige de François Ier et s'inscrit comme un moment capital, disons, dans l'histoire de la France. Donc Milan, c'était pour François Ier un territoire qu'il fallait absolument recouvrer parce que les droits de Louis XII avaient été transmis à sa fille Claude de France, et en se mariant avec François Ier, Claude de France avait apporté ses droits. Alors, donc, je ne vais pas rentrer dans l'accord, dans l'encontre qu'il y a eu quelques semaines plus tard avec le pape, Léon X, dans lequel François Ier obtient le concordat, hein, qui est des avantages très importants au niveau de l'Église gallicane. Mais c'est très important ce rapport avec Léon X. Parce que, au principe, au début, Léon X commence à considérer ce prince, qui devient une sorte d'arbitre de la situation politique italienne, comme le fils aîné de l'Église, comme un deuxième Charlemagne, comme celui qui va finalement accomplir une croisade, et c'est lui qui va la conduire, et Léon X fait tout pour pouvoir l'organiser. Il y a un autre aspect, un autre phénomène qui se passe dans cette année-là, c'est le traité de Noyon. Le traité de Noyon, c'est en fait un traité fait entre François Ier et Charles Ier d'Espagne, hein, qui vient d'être nommé roi parce que son grand-père Ferdinand le catholique est mort, mais qui s'appelle pas encore Charles Quint. Et il s'appelle pas encore Charles Quint, pourquoi? Parce que l'élection impériale
doit attendre la mort de l'autre grand-père de Charles Ier d'Espagne, Maximilien Ier, l'empereur. Chose qui arrive, effectivement, en 1518, et donc là, ça pose un problème, parce que François Ier présente sa candidature à l'élection impériale. C'est-à-dire que François Ier veut devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Alors, vous savez que ça a été expliqué d'une manière à que François Ier avait peur de la fameuse théorie de l'encerclement. Il y a plusieurs historiens qui sont contre, d'autres qui sont favorables encore aujourd'hui. François Ier aurait fait ça pour éviter l'encerclement de son ennemi autour de ses territoires. Alors, quand on va regarder les documents, c'est pas tant ça qui ressort des raisons pour lesquelles François Ier, dans une lettre, dit pour quelles raisons il se présente à l'élection impériale. Il se présente à l'élection impériale parce qu'il a peur d'être chassé de l'Italie. Il le dit dans un passage que j'ai mis quelque part. Il en est à douter, dit le roi, qu'il mettrait, en parlant du nouvel empereur, bonne peine de me jeter hors de l'Italie. Voilà le problème. Parce que, en fait, le duché de Milan dépend d'une investiture de l'empereur. C'est-à-dire, pour être légitimement reconnu duc de Milan, il faut avoir la légitimité de l'empereur. Chose que Louis XII avait obtenue de la part de Maximilien. Mais François Ier devait l'obtenir de la part du nouvel empereur. Alors, donc, cette élection impériale va causer un énorme problème parce que c'est à partir de là que va se déclencher une guerre, une rivalité entre François Ier et ce nouveau empereur qui s'appelle maintenant Charles Quint et qui, normalement, au départ, il était carrément un vassal de François Ier pour les terres de l'Artois, de la Picardie, de l'Auxerrois et tout ça. Il était un vassal et tout d'un coup, il va devenir l'empereur. Bien. Alors, il y a un autre fait qui va aller contre François Ier et qui va être aussi une déclaration de guerre. Après le fameux édit de Worms, dans lequel on déclarait Luther contre l'Église et donc on persécutait Luther, qu'est-ce qui se passe? Léon X, qui était encore pape à l'époque, signe un accord secret avec Charles, l'empereur, et c'est une vraie déclaration de guerre contre François Ier. À tel point que la guerre qui va suivre dans l'année 1522 va chasser les Français de la péninsule, du nord de la péninsule. Donc la guerre successive porta à la perte du duché de Milan. Alors, il y a d'autres événements dans lesquels je ne vais pas revenir, mais par exemple, en 1523, François, il est prêt déjà à revenir sur l'Italie. Alors, il y a le Charles de Bourbon que, à ce moment-là, fait défaut. Il passe de l'autre côté parce que, soi-disant, il y a un problème d'héritage. Et donc, Charles de Bourbon, qui était connétable du François Ier, passe du côté impérial. Il rejoint les troupes impériales, et notamment Charles de Lannoy, qui était vice-roi de Naples, et qui s'apprêtait à défendre Milan des troupes françaises. En tout cas, en octobre 1524, François Ier occupe à nouveau Milan. Il devient à nouveau seigneur de Milan. Octobre 1524. Et met le siège sur la ville de Pavie. Voilà d'où ça vient cette histoire. Sur la ville de Pavie, un siège qui dura quelque temps, et le 24 février 1525, le jour de l'anniversaire de Charles Quint, ils le font exprès, les impériaux, parce qu'ils pensent que ça porte chance, ils attaquent la nuit,
Il trouve les défenses, elles sont pas prêtes. L'armée française se fait prendre de surprise. En plus, il y a un mouvement bizarre dans la chevalerie qui est un peu qui ne permet pas une défense correcte. Et François Ier est fait prisonnier. François Ier est fait prisonnier et il part donc prisonnier à Madrid. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur l'époque dans laquelle François Ier gouverna Milan? Il faut dire qu'il y a une continuité avec ses prédécesseurs, avec Louis XIV, notamment en ce qu'on appelle l'ordonnance des Vidjev, alors que c'était une ordonnance qui organisait, disons comme ça, l'administration du pouvoir, et aussi la création du Sénat. La conséquence, le Sénat avait été créé à cette époque-là, et le Sénat de Milan continue à exister. Par contre, il y a une discontinuité qui est assez frappante et qui concerne les dégâts de la guerre. Parce que il y a des impôts qui sont lourds, il y a un mécontentement de la part de la aristocratie lombarde, et donc les choses ne se passent pas très bien. D'ailleurs, c'était un problème qui était il était déjà arrivé à l'époque de Charles VIII à Naples. Bien. Alors, voilà. Milan, il faut dire que Milan resta toujours un objectif prioritaire dans la politique italienne de François. Même après la paix dont parlait Fumaroli tout à l'heure. Je reviendrai tout à l'heure. Il essaiera par tous les moyens politiques, militaires, diplomatiques, des alliances avec des Vénitiens, des alliances avec le pape. Il essaiera toutes les manières pour obtenir l'investiture de ce duché, même des alliances matrimoniales avec son rival, hein, parce qu'il y en a eu plusieurs tentatives, même si Charles Quint avait déjà décidé depuis quelques années qu'il le donnerait à son fils. Et tout ça, ça fait partie des manœuvres diplomatiques, mais qui vont amener à rien. Alors, donc, revendication du duché de Milan, qui restera une constante, je dirais. Son fils, moins, mais lui, il reste dans cette logique. Alors, venons maintenant à Naples, dont on a dit déjà, et Gênes. Je vais peut-être les traiter ensemble parce qu'ils sont liés. Ce qui se passe, c'est très intéressant. Ils sont liés. Alors, donc après l'accord qui avait été fait en 1521 entre Charles Quint et le pape Léon X, qui était soi-disant suzerain du royaume de Naples, c'est lui qui donnait l'investiture. Vous savez, on est encore à l'intérieur d'une logique d'investiture. Le prince légitime, pour obtenir la légitimité, il faut que soit investi par le pape, au royaume de Naples. Et au royaume de Sicile aussi, disait la papauté. Bien. Et en juin 1521, Léon X signait un bref qui octroyait l'investiture du royaume de Naples à Charles Quint, en échange d'un tribut de 7000 ducats et des tributs aussi à ses frères, à la famille des Médicis, parce que Léon X faisait partie de la famille des Médicis. Bien. Quelques années plus tard, après le sac de Rome, je rappelle que les troupes de Charles Quint en 1527 ont envahi Rome. Ils se sont laissés aller à les pires violences vis-à-vis de la population civile, etc. Les soldats, les Lanzichenecchi, mais pas seulement, il y avait tous. Il y avait des Italiens, il y avait des Suisses, il y avait des mercenaires partout qui se sont laissés pendant 9 mois à faire les pires coups. Après, donc le pape est prisonnier à
Castel Saint-Ange, au château Saint-Ange, et François Ier envoie une armée conduite par général de Trèques, qui a comme objectif de libérer le pape qui est prisonnier à Rome. Or, Charles Quint, en voyant le problème, libère le pape, mais Lautrec continue sa descente. Il continue sa descente pour quoi faire? Pour aller attaquer le royaume de Naples. Alors, donc, Lautrec, en 1528, en avril 1528, se trouve devant Naples pour siéger la ville. Et par la mer, il y a eu une bataille. Alors, à l'époque, Andrea Doria, c'est-à-dire un Génois qui était chef d'une flotte, qui n'était pas nécessairement lié à tous les gouvernements, mais qui était un homme très important en Gênes, avait fait un pacte avec François Ier. Il était payé par François Ier. Donc, par les terres, il y a le siège de Lautrec. Par la mer, il y a un siège tenu par la flotte française, mais aidé aussi par le neveu d'Andrea Doria qui s'appelle Filippino Doria. Il y a une bataille à ce moment-là qui s'appelle la bataille de Capodorso. Et dans cette bataille, une bonne partie de l'aristocratie napolitaine, y compris le marquis d'Avalos, qui était un des chefs il y a plusieurs morts parmi la noblesse napolitaine, mais ce marquis, le marquis d'Avalos, il est fait prisonnier. Il est fait prisonnier et François Ier demande à Andrea Doria de lui consigner ce prisonnier. Or, il y avait des problèmes entre les Génois et François Ier. François Ier avait donc une clause qui concernait l'occupation de Doria, l'occupation de Gênes avait été introduite dans le traité de Madrid. Dans le traité de Madrid, on disait que le roi de France ne pouvait plus revendiquer l'occupation de Gênes. Mais après la Ligue de Cognac, François Ier attaque quand même Gênes et la reprend à nouveau. Quel était le problème entre Doria et François Ier? En fait, Doria revendiquait une certaine autonomie gouvernementale de Gênes. Gênes était une république, alors que François Ier voulait être seigneur de Gênes et la gouverner d'une manière, disons, verticale. Il nommait lui le gouverneur de Gênes et ce gouverneur de Gênes suivait les instructions qui venaient du royaume de France. Andrea Doria n'était pas d'accord sur ça, comme il y avait beaucoup de Génois qui n'étaient pas d'accord sur ça. D'autre part, les Génois considéraient que Savone était un port qui leur appartenait, qui appartenait à la République, parce que la République était naturellement un territoire dans lequel Gênes était la capitale. Il y avait toute une frange de terre qui semblait un peu à la Lombardie, à la Ligurie. Donc, Andrea Doria refuse de lui donner cet otage. François Ier n'est pas content. D'autant plus que Andrea Doria voulait être chef de la flotte française et François Ier ne lui accorde pas cette nomination. D'autant plus que Tribulzio, qui est le gouverneur de Gênes pour le compte de François Ier, ne paye pas les galères à Andrea Doria. Bon, donc il y a un problème. Alors qu'est-ce qui se passe? Charles Quint, qui a compris qu'il y avait là un problème et que la stratégie de François Ier à Gênes était
était trop, comment dire, elle était pas élastique. Il n'a pas compris qu'il fallait trouver une solution, quelque chose qui puisse, une stratégie à long terme. Eh bien, Charles Quint promet à Andrea Doria un gouvernement républicain. Et il lui promet aussi la protection de l'Empire. Andrea Doria signe, un asiento, comme on dit en espagnol. Et à partir de ce moment, Charles Quint aura pour lui les flottes, la flotte, les galères d'Andrea Doria et les banques des Génois pour financer ces guerres. Donc un coup magistral qui est dû, à mon humble avis, d'une vision très courte, très limitée de la part de François Ier. Conséquence sur le siège de Naples, c'est que tout d'un coup, Filippino Doria, neveu d'Andrea Doria, au lieu d'empêcher l'embargo, il porte lui des ravitaillements à la ville. Et en même temps, il y a la peste parmi les troupes, les fantassins, les Lautrec. Donc, la conséquence de ce asiento non seulement eu des conséquences terribles au niveau de Gênes, mais aussi au niveau de Naples. Parce que les fantassins mouraient de peste, de faim et de soif. Lautrec s'obstinait à tenir le siège. Les capitaines aussi étaient tous malades. Lautrec, il va mourir au mois d'août 1528. Le marquis de Saluces va prendre sa place, mais il est malade lui aussi. Et dès qu'on voit à l'extérieur que les galères de Doria arrivent sur le golfe de Naples, eh bien les Français lèvent le camp. Et en levant le camp, commence à se retirer, et dans cette retraite, ils furent interceptés par les impériaux et l'armée fut défaite avec une grande quantité de chefs morts, dont le prince de Navarre et aussi le commandant Pedro Navarro, qui furent eux capturés. Donc voilà, là c'est quelque chose qui, pour quelle raison, par exemple, François Ier n'a pas fait les mêmes choses qu'avait fait avec Venise et Florence, parce que ça lui posait pas beaucoup de problèmes le fait qu'il y ait une organisation républicaine, une organisation, c'était oligarchique en fait, c'était des familles qui étaient au pouvoir, c'était pas non plus la démocratie, c'était quelque chose comme à Venise ou comme à Florence à l'époque de la République. Là, c'est un manque de vision globale, à mon sens. Alors, par la suite, il y a eu d'autres tentatives de s'approprier du duché de Milan, du royaume de Naples, mais en fait, ce sont plutôt des tentatives ponctuelles. En 1535, ils organisent à l'époque, François Ier venait de passer un accord avec Soliman, et ils se mettent d'accord pour attaquer le royaume de Naples et le royaume de Sicile. Mais en fait, à ce moment-là, Charles Quint avec ses galères revient de Tunis, et donc c'est impossible d'attaquer parce que toute l'armée, la flotte impériale est dans le sud de l'Italie. Et puis il y aura une autre tentative, mais cette fois-ci c'est une tentative d'interférer dans les aspects politiques à l'époque de la tentative de Pedro de Toledo d'introduire l'Inquisition à Naples. Et puis encore plus tard, en 1557, là ça a été une tentative militaire parce que le pape Paul IV, qui était un ennemi juré de l'empereur, a demandé cette fois-ci au fils de François Ier, Henri II, d'attaquer, de former une armée pour attaquer le royaume de Naples, en lui promettant d'investir son fils,
du royaume de Naples, son fils cadet du royaume de Naples. Bien, alors, disons qu'en Sicile, ça se passe à peu près la même chose, hein, seulement qu'il y avait eu une conjuraison en 1523 avec l'implication d'un cardinal, qui s'appelait Francesco Soderini. Bon, là aussi, vis-à-vis de Rome, on peut pas, comment dire, avoir une vision très linéaire, disons comme ça, de la politique de François Ier. Bien évidemment, il s'opposait par principe à la convocation d'un concile pour différentes raisons. La première raison, c'était parce que le concile pouvait faciliter la paix en Allemagne, et lui n'avait pas intérêt à qu'en Allemagne on puisse avoir la paix. Alors, au contraire, il essayait de trouver des alliés parmi les princes protestants. Parce que aussi, il voulait pas non plus perdre les privilèges qu'il y avait avec le Concordat. Et puis ça dépend aussi des papes, hein, avec Adrien VI, ça a été assez compliqué, au point que François Ier lui a carrément rappelé que au début du XIVe siècle, un pape avait reçu un gifle de la part d'un envoyé du roi de France. Enfin, ça a été un peu mieux avec Paul III, parce qu'ils avaient un peu le même objectif. L'objectif, c'était, en quelque sorte, même si Paul III manifestait une certaine neutralité, en réalité, il s'opposait à l'empereur. Et donc, à ce moment-là, un renforcement du parti français à l'intérieur de l'Église, qui naturellement était très important au moment des conclaves, etc. Alors, donc, la question sur laquelle je vais revenir par rapport à la première citation. Est-ce que si François Ier avait en tête, comme parfois est dit, les frontières du royaume, comment s'explique certaines politiques qui ne sont pas nécessairement liées à cette logique, disons, nationale? Ce qui est sûr, c'est que François Ier, après 1529, après la paix des Dames, je parle de la paix des Dames, pour rappeler, c'est la paix entre la tante de Charles Quint et la mère de François Ier en 1529 à Cambrai, qui est une paix absolument nécessaire pour François parce qu'il a ses fils en otage en Espagne. Il doit accepter de se marier avec la sœur de Charles Quint et surtout, alors en Italie, il y a des conséquences néfastes parce que tout d'un coup, sans que les alliés le sachent, c'est-à-dire les Florentins et les Vénitiens qui étaient alliés dans la guerre contre l'empereur à cette époque-là, se trouvent tout d'un coup sans l'aide ou trahis entre guillemets par le roi François Ier. Donc, après cette paix de 1530, François Ier proposa à Clément VII un mariage entre son fils Henri et Catherine de Médicis, ça on le connaît, en lui demandant de l'aider à récupérer le duché de Milan. Et il voulait aussi récupérer le duché de Gênes, bien évidemment, parce que lui, considérait, ne reconnaissait pas cette république qui était née de ce contrat entre Andrea Doria et Charles Quint, et considérait
encore ces territoires comme faisant partie du duché de Milan. Alors, il y a une phrase intéressante de Marino Giustiniani, qui était un ambassadeur vénitien à la cour de François Ier, qui en 1535, il envoie une lettre au Sénat de Gênes en disant que François Ier voulait l'amitié avec Venise et voulait que Venise l'aide à reconquérir le duché de Milan. Et le comté d'Asti aussi, parce que le comté d'Asti aussi appartenait à Orléans et puis avait été perdu, etc. Et disait l'ambassadeur cette phrase: car le roi, il aime mieux une palme de terrain en Italie qu'une coudée ailleurs. Ce qui explique, disons, l'attitude, cette espèce d'obsession qu'il a François Ier, obsession territoriale pour ce duché. Alors, à quelle logique, c'est une autre question que je me pose, à quelle logique répond la conquête du Piémont en 1536. Qu'est-ce que c'est la conquête du Piémont? En fait, Charles Quint, il revient de Naples en 1535. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de mourir le duc de Milan, François de Sforza, que Charles Quint avait remis sur le pouvoir à la tête du duché parce que les Vénitiens ne voulaient pas que ce soit lui-même à avoir le duché. Donc Charles Quint avait mis François de Sforza, qui avait pardonné à la suite d'une conjuraison qui avait été faite par une conjuraison de Morone, ça s'appelle. Enfin, en tout cas, il venait de mourir. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Charles Quint, tout de suite, a pris le duché pour lui. Il a installé ses troupes. Il a pris possession du duché. Et naturellement, François Ier n'était pas content. Et alors, il n'était pas content, et qu'est-ce qu'il fait? Il revendiquait des terres, des héritages de certaines terres du duché du Savoie qui appartenait à sa mère, Louise de Savoie, et donc il envahit le Piémont. Alors, là aussi, il y a plusieurs possibilités, plusieurs interprétations ont été données de cet aspect-là. Est-ce qu'il le fait pour se créer un bastion défensif? Est-ce qu'il le fait pour échanger avec le duché de Milan? Est-ce qu'il veut l'intégrer à une partie, il veut l'intégrer au royaume de France? Est-ce qu'il s'agissait d'une action opportuniste pour remettre en place un projet qui renaissait de ses cendres? Toutes ces options pourraient être valides. Ce qui est certain, c'est que l'ambassadeur français à Naples en 1535, où se trouvait Charles Quint, et le cardinal de Lorraine à Sienne, quelques mois plus tard, où s'est trouvé Charles Quint, qui remontait la péninsule pour aller attaquer François Ier en Provence, eh bien, on demande le duché de Milan pour Henri. Donc, à l'époque, François, le dauphin, était mort, donc Henri était devenu le dauphin. Et on demande que François Ier puisse garder l'usufruit de ce duché. Alors, naturellement, la réponse de Charles Quint est: moi, je veux bien vous donner le duché, vous me donnez le duché de Bourgogne, je donne le duché de Milan, je le donne non pas à Henri, mais à Charles d'Angoulême, qui était son frère. Charles Quint savait qu'il y avait quelques problèmes entre les deux frères, et je donne pas l'usufruit. Mais en réalité, il était déjà prêt à attaquer la Provence. C'était pour perdre du temps. Bien. Donc il y a l'invasion de la Provence, et après il y a une trêve, il y a le voyage de Charles Quint en France en 1540, et après il y a la mort d'un ambassadeur qui partait voir Soliman, qui s'appelle Rincon, et la guerre recommence
au début des années 40. Alors, c'est important le rôle de Venise. Et là aussi, je pense que bon, François Ier, il a réussi à se sauver un peu, mais Venise était important, non seulement parce que Venise s'opposait, disons, à l'expansion de Saint-Empire romain germanique, donc il fallait absolument que ce soit une alliée, mais en même temps, Venise était la porte de l'Orient. Donc tout ce qui était les informations qui venaient de l'Orient, ils arrivaient à Venise. Et donc les Espagnols avec Hurtado de Mendoza avaient créé un système d'espionnage. François Ier, qui a envoyé tous les humanistes les plus importants à Venise, fait la même chose. Mais avec quelques dangers qui va à un certain moment comporter la mort de la mort de trois agents, trois espions français qui étaient carrément des secrétaires du Sénat de Venise, parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que comme François Ier n'était pas content du fait qu'ils ont fait les Vénitiens qui avaient une politique de neutralité avaient formé une alliance avec Charles Quint. Puis cette alliance en 39, après une bataille, la bataille de la Prévée, ça c'était fini parce que les Vénitiens se sentaient un peu arnaqués. Mais François Ier pressé pour que Venise fasse un accord avec la France et avec le Turc. Et alors, il y avait des négociations de paix avec le Turc à ce moment-là, et les agents, les espions, passaient des informations à l'ambassadeur vénitien, s'appelait Pélissier, Guillaume Pélissier, qui lui prenait les informations secrètes du Conseil des 10 de Venise et les passait directement aux Turcs. Enfin, ou lui, ou François Ier, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moment où l'ambassadeur vénitien va négocier la paix chez le Turc, les revendications qu'il demande, il les demande parce que savent déjà qu'en dernière option, l'ambassadeur peut accepter de rendre, par exemple, Nopli de Romanie et Malvoisie s'appelait deux forteresses de l'époque. Bien, avec Florence, François, je l'ai dit, il a le mérite d'avoir, dès le départ, appuyé les fuoriusciti florentins, les exilés florentins, contre le pouvoir de Médicis, hein, qui était lui appuyé par Charles Quint, et avec un petit aspect négatif dont j'ai déjà parlé à la paix des dames en 1529, où il est contraint à les abandonner, mais la cour de François Ier, elle était toujours ouverte à la famille Strozzi, qui était les chefs des Fiorenti, des exilés florentins, et à tous ceux qui étaient contre le pouvoir de Comte de Médicis. L'histoire va se terminer non pas avec François Ier, mais avec Henri II, parce qu'une bataille qui va avoir lieu après la révolte de Sienne, fomentée elle aussi par Henri II, mais qui avait été déjà fomentée à plusieurs reprises aussi par François Ier, comme d'autres révoltes en 1547 à Gênes, par exemple. François Ier, sa politique, c'est d'embêter son rival. Hein. Dès qu'une faction à l'intérieur d'une république, à l'intérieur d'une ville,
Et contre le pouvoir, il est prêt à aider si ils font serment de fidélité à la France. Ça se termine, je disais, en 1555 avec une bataille qui s'appelle la bataille de Marciano, dans laquelle les troupes florentines et les troupes des Florentins exilés sont battus par les troupes de Comte de Médicis, qui était le cousin de Catherine de Médicis, mais il y avait une rivalité entre eux parce que Comte de Médicis ne reconnaissait pas l'héritage de Catherine de Médicis. Donc Florence reste aussi un problème en Italie. Alors, à partir de cette date-là, à partir de 1545, disons, après la mort de Charles d'Orléans, de Charles d'Angoulême, qui est devenu Charles d'Orléans parce que Henri est le dauphin, les guerres en Italie se déplacent plutôt vers le nord, disons comme ça, vers la Picardie, vers l'Allemagne, où s'affrontent aussi des troupes françaises. En Italie, à part la bataille de Ceresole de 1544 et le tentative du duc de Guise en 1557, disons, la guerre se déplace. Et en quelque sorte, pour les Italiens, c'est une bonne chose, au point de vue de l'arrêt des pillages, des cruautés, etc. Mais d'autre part, au point de vue politique, c'est le début de la paix, de la pace et de la paix hispanique, et donc une bonne partie de la péninsule, y compris le duché de Milan, que Charles Quint va donner à son fils Philippe II, et qui va faire une entrave juridique carrément, parce que le duché de Milan appartenait au Saint-Empire romain germanique, il le passe carrément à la monarchie hispanique pour le donner à son fils, qui était vraiment quelque chose qui lui a dû expliquer par la suite, parce que c'était un peu incompréhensible. Bien, donc je vais aller plutôt vers la conclusion de cette conférence. Alors, parler de la politique de François Ier en Italie ne signifie pas ni tenter quelconque exhaustivité, ni revenir avec les guerres d'Italie à la narration d'un chapitre idéalisé d'un roman national, comme parfois on l'a vu à l'occasion des biographies qui sont sorties pour François Ier. Mais c'est plutôt s'intéresser à ce que l'exemple italien peut nous dire d'un équilibre européen et des formes de déploiement de la nouvelle politique de puissance des monarchies nationales qui, en quelque sorte, venaient d'achever leur unification. Pensons à la Bretagne pour l'Italie, pour la France, pensons à la Normandie, etc. François Ier, certes, ne s'y interdisait pas aucune entreprise. Il avait recours à un éventail considérable de justifications, de mobiles, de formes juridiques par les formes, par les faits du passé. Mais il me semble que c'est difficile de postuler une cohérence et une linéarité, disons comme ça, dans la politique italienne de François Ier. Par contre, si telle ou telle faction à l'intérieur de chaque ville, j'ai pas parlé de Sienne parce que j'avais pas eu le temps, mais Sienne c'est comme Gênes, il y a des factions et les factions sont prêtes à passer d'un côté à de l'autre si on leur promet de l'aide militaire. Alors je dis si une faction, une telle faction ou bien un protagoniste
de l'histoire politique de cette époque s'appuyait sur la politique française, François Ier était quand même perçu toujours comme un étranger. Aucun État italien pensait que François Ier pouvait être un prince italien. On y faisait recours pour susciter un équilibre différent entre les forces présentes dans la péninsule. On l'espérait manipuler si possible, hein, mais personne en Italie souhaitait le maintien d'une politique à longue durée. D'ailleurs, pour l'Espagne, c'était à peu près pareil. Après, c'est eux qui ont gagné les guerres. Parce que la permanence de la monarchie française comme acteur de la scène italienne impliquait en effet mécaniquement qu'elle y joua un rôle dominant, décisif. Et ça, pour les princes des petites principautés, c'était très dangereux. Ils ne voulaient pas cela. L'histoire du règne de François Ier et de sa politique italienne est aussi, à mon avis, l'histoire de la prise de conscience croissante de la part de François de cet état de fait. Et plus que d'une intégration de l'Italie dans les possessions de la couronne, c'est plutôt la présence d'Italiens à la cour, au gouvernement et plus généralement dans les groupes dirigeants français qui va marquer l'époque de la monarchie française. Il suffit de penser à la Saint-Barthélemy, à la réaction xénophobe et violente, mais enfin les Italiens avaient pris une bonne place à l'intérieur de la monarchie, de la monarchie française. François Ier a pu sans doute à un moment ou à un autre caresser l'idée d'être un prince italien, j'en suis sûr, mais la chose ne pouvait pas être réalisée ni dans la politique, ni dans les choix stratégiques, parce que pour différentes raisons, à mon avis. D'abord parce que après le couronnement de Bologne de Charles Quint, le couronnement du pape, par les mains du pape, c'est-à-dire que il fait tout son parcours qui n'avait pas fait son grand-père, qui avait fait son arrière-grand-père Frédéric III. Enfin, il arrivait à se faire couronner par le pape et donc à se déclarer comme bras droit de l'Église, le tenant de la fameuse épée temporelle. Et donc, à ce moment-là, François Ier et son mythe du deuxième Charlemagne, de celui qui allait, de fils aîné de l'Église, de celui qui allait faire gagner le christianisme dans le monde, venait un peu à s'effacer. Toujours après cette date de 1530, il est difficile, pour différentes questions, d'organiser une descente militaire à grande échelle, surtout parce que il y a le passé, il y a la paix de Dame, bien sûr, qui est encore là. Et enfin, je pense que il est tout à fait possible que cette illusion de pouvoir devenir un prince italien se soit dissipée au fil des années, même si dans la péninsule perdura longtemps l'idée que les Français avaient potentiellement la force et l'envie nécessaires pour de nouvelles aventures italiennes. Il suffit de rappeler, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'arrivée de Paul IV à la tête de l'empire, à la tête de la papauté, ennemi juré de Charles Quint, qui promit à Henri II, au fils de François Ier, de donner le royaume de Naples à son fils cadet. Même si cette tentative du duc de Guise, qui conduisait cette expédition,
s'arrêta au siège de Civitella del Tronto dans le royaume de Naples, et ça fut une sorte, pas un désastre, mais bon, Henri II avait dépensé énormément d'argent, et en plus la guerre continue aussi en Picardie, et ça va, et à la même époque c'est la bataille de Saint-Quentin. Donc même si ça fut un désastre militaire quelque part, au niveau économique, l'organisation même de cette expédition montre bien qu'Henri II était prêt à suivre les traces de son père si une occasion nouvelle se manifestait. Voilà, je terminerai comme ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous étiez beaucoup et que j'ai été assez clair dans mon exposition. Merci beaucoup.